Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons l'honneur dans cette émission, ici à Washington DC, de recevoir le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, monsieur Jean-Marc Kabunda Kabunda, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être notre invité aujourd'hui dans cette émission. Monsieur Kabunda, bonjour. Bonjour. Merci énormément de disposer de votre temps pour répondre à nos questions. Est-ce qu'on peut connaître les raisons de votre séjour ici à Washington DC? Oui, d'abord il faut noter que je suis venu sur invitation de l'International socialiste, qui avait son conseil au siège de l'ONU du 12 au 13, étant membre influent de l'International socialiste. Nous avons été conviés à ces conseils en présence du secrétaire général de l'ONU et nous avons même pris parole dans un thème très important, défendre la démocratie là où elle est menacée et niée. Les cas pratiques de la République démocratique du Congo. Donc, après cela, je devais aller à la rencontre, venir d'abord ici, m'enquérir de la manière dont fonctionne le parti ici aux États-Unis et rencontrer aussi la communauté congolaise ici qui est vraiment une communauté importante ici aux États-Unis et faire des contacts au niveau des États-Unis. Je crois qu'à l'ONU, nous avons eu à rencontrer déjà et maintenant nous sommes à Washington pour rencontrer quelques personnalités de l'administration américaine pour présenter la situation du Congo. Vous savez, le pays va très mal. Il est important que nous présentions la véritable facette du Congo actuellement. Contrairement à ce que les kabylistes viennent ici raconter à longueur de journée, qui ne se rapportent en rien avec la réalité de ce que vivent les Congolais au quotidien. Donc je suis là pour ça. Nous allons faire des rencontres, nous allons rencontrer des personnalités ici aux États-Unis pour faire entendre la voix des Congolais. D'accord, vous êtes quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, je veux dire, les quelques fois que je vous ai suivi, et j'étais même en train de préparer cette émission, j'ai cherché vos interviews, il y en a mais pas beaucoup. Vous préférez vous adresser plutôt à des conférences de presse, pendant des déclarations de presse. Alors aujourd'hui, on va profiter pour vous poser quelques questions qui nous tiennent à cœur. D'abord, toutes mes condoléances pour la perte de votre fils. Merci beaucoup. C'était quelque chose qui a défrayé la chronique et qui a fait couler beaucoup d'encre en même temps. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement de quoi il est mort, votre fils? Si ça ne vous dérange pas, je sais que c'est un sujet très, très personnel. Oui, mon fils est mort inopinément parce que le matin j'étais avec lui. C'était un jour où je devais aller tenir une conférence de presse. 2 heures après, on m'annonce qu'il était décédé de suite d'une pendaison. Mais après les enquêtes, parce que la police était descendue sur les lieux, il y a eu même la police scientifique, mais les conclusions des enquêtes ont démontré que ça n'a pas été une pendaison, mais tout au contraire, un acte criminel qui a été similé à une pendaison. C'est tout ce que je sais, mais les enquêtes se sont limitées là-bas. Selon vous, ça peut être quoi? Qui peut derrière? En fait, dans le contexte de notre pays, vous savez, le rôle que j'occupe aujourd'hui sur la scène politique congolaise, il est fort plausible que ce soit le pouvoir, parce que je ne vois pas autre personne, je ne vois pas une autre personne le faire, dans la mesure où je n'ai pas de problème personnel avec des individus. Mais moi, j'ai un problème avec le régime de M. Kabila. Est-ce que vous pensez que c'est eux qui sont derrière la mort de votre fils? Je présume que ça peut être le pouvoir qui est derrière cette histoire, parce que si la police, après les enquêtes, arrive à des conclusions que ce n'est pas
une pendaison. C'est un meurtre qui a été perpétré. J'estime que, n'ayant pas de problème avec d'autres personnes, ou je ne suis pas déjà avoir de problème personnel, individuel avec d'autres personnes, le seul problème que j'ai au Congo, c'est de combattre la dictature de M. Kabila. Et justement, mais si pareille chose pouvait m'arriver, il y a de fortes chances que ce soit le régime de M. Kabila. Qu'est-ce qu'ils gagneraient en faisant ça? Ils peuvent peut-être s'attaquer directement à vous. Mais vous savez, pour affaiblir quelqu'un, on peut aussi s'attaquer à ses proches. On peut s'attaquer à ses proches. D'accord. On vous souhaite encore une fois de plus nos condoléances, parce que je sais ce que ça peut faire que de perdre un fils. Alors, est-ce que vous pouvez... je voudrais que vous nous donniez votre tableau à vous de la situation politique actuelle au Congo. Oui. Aujourd'hui, au mois de juillet. La situation politique au Congo est catastrophique. Elle est caractérisée par une volonté hégémonique de Kabila de s'accrocher au pouvoir éternellement. Il ne veut pas quitter le pouvoir. C'est ça le nœud de tous les problèmes qu'on a au pays actuellement. Parce qu'à l'issue de son second et dernier mandat, Joseph Kabila devait en principe partir. Mais c'est vous qui lui avez donné l'occasion en négociant avec lui des rester. Je suis en train de vous donner la situation. Je vais y arriver. Ok. Parce que je ne peux pas parler de la situation du pays sans passer par les dialogues. D'accord. D'accord. Joseph Kabila, en principe, devait partir. Et ça n'a pas été le cas. Il a totalement dévoyé le processus électoral, ce qui a fait que le 19 décembre, ou le 19 septembre plutôt, date à laquelle la CENI devait convoquer le corps électoral, rien n'a été fait dans ce sens. Et alors, qu'est-ce qu'on devait faire par la suite? Parce que nous étions déjà dans une situation de défaite où les élections n'étaient pas organisées. On a un monsieur qui est à la tête du pouvoir, qui gère le pays par défi, par la force des arts. Donc, c'était important que nous envisagions des discussions ou un dialogue inclusif, franc et sincère. Et non seulement nous, ce n'est pas seulement nous qui croyons à un dialogue franc et sincère, mais aussi la communauté internationale nous a interpellés dans ce sens. À travers certaines résolutions du Conseil de sécurité, notamment la fameuse 2098 de 2013, où on appelait la classe politique à un dialogue inclusif, franc et sincère. Vous savez que un dictateur, c'est comme un fou qui détient une machette. Il ne faut pas les laisser avec cette machette trop longtemps parce qu'il risque de faire des dégâts. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'arracher, la machette. Et maintenant, en l'arrachant la machette, il faut être prudent parce qu'il risque d'être blessé aussi. La machette aujourd'hui, c'est le pouvoir que détient M. Kabila qui le use de sa manière. Donc, le dialogue s'est imposé comme une voie royale pour sortir notre pays de la crise. D'accord. Et nous avons estimé à l'UDPS que c'était vraiment raisonnable et important qu'on aille à ce dialogue. Nous sommes allés au dialogue et ce dialogue a produit un travail de très bonne qualité. Donc l'accord que nous avons signé là-bas, c'est un accord historique dans la mesure où il empêchait à Joseph Kabila de se représenter aux élections. Il empêchait à Joseph Kabila de ne plus réviser la Constitution. Il empêcha Joseph Kabila de ne plus organiser un référendum constitutionnel. Et ensuite, la primature qui devait être confiée au rassemblement pour une gestion consensuelle en vue de l'organisation de bonnes élections. Le conseil, le CNSA qui devait faire le contrôle du processus électoral et même du processus de la transition d'une année qu'on devait s'accorder. Mais vous venez tout à l'heure de dire que nous avons accordé... C'est vous qui avez donné le souffle, comme on dit, parce que on avait l'impression que... Donc on parlerait même des béquilles. Ok, parlons plutôt de souffle. Vous vous reprochez aujourd'hui, la question qui peut venir derrière, êtes-vous surpris aujourd'hui de voir que les résolutions du dialogue ne sont pas appliquées?
c'est aussi surprenant. C'est vraiment surprenant. Ça veut dire que vous y croyez quand vous êtes allé au dialogue? Sincèrement, nous y croyons parce que nous avons pensé que la communauté internationale, qui ne cessait de nous appeler à un dialogue inclusif, un dialogue franc, devait nous accompagner jusqu'à la fin. Et maintenant, vous sentez que vous êtes abandonné par cette communauté? Absolument, c'est le message que nous apportons partout où nous passons. Nous ne comprenons pas comment la communauté internationale qui s'était investie énormément dans ces dialogues, qui a fait des balais diplomatiques. On a vu des grandes personnalités débarquer à Kinshasa, venir rencontrer le président Tshisekedi. Et moi, je suis témoin oculaire parce que j'ai assisté à plusieurs audiences qu'on accordait à ces diplomates et à ces personnalités. Mais aujourd'hui, on observe Joseph Kabila annuler l'effort de tout un peuple, défier la communauté internationale. Et cette communauté internationale qui reste un peu muette, dans une sorte d'expectative. Non, mais on ne comprend rien. Mais nous pensons que ça doit être corrigé rapidement parce que Joseph Kabila ne défie pas seulement le peuple congolais, mais aussi la communauté internationale qui croyait à un dialogue parce que nous sommes allés là-bas avec les assurances de la communauté internationale. D'accord. Alors là, ça me pousse à voir que vous parlez presque le même langage avec la majorité présidentielle par rapport à la communauté internationale. La majorité accuse la communauté internationale d'ingérence. Et aujourd'hui, vous le dites que vous êtes un peu déçu du fait qu'ils n'ont pas accompagné comme ils l'ont promis. Donc ça veut dire quelque part que vous pouvez faire la politique au Congo sans compter sur cette communauté internationale. Nous parlons de deux choses différentes. Mende parle de l'ingérence et moi je pense que la communauté internationale ne donne pas suffisamment ce qu'elle devait donner pour résoudre la question du Congo. C'est des discours. Mais pourquoi vous continuez à leur faire confiance à la communauté internationale? En fait, c'est pas question de confiance. Mais nous sommes appelés à vivre avec. Comme un être humain est appelé à vivre avec son sang. Nous sommes un pays membre de l'ONU. Jamais nous ne pourrons quitter la communauté internationale. Nous sommes dedans. Et avec l'évolution du monde, aujourd'hui le monde est devenu globalisé. C'est un monde qui est uni à travers la modernisation de la technologie. Donc le Congo fait partie intégrante de cette communauté internationale dont sa vie, comme la vie des autres, est interdépendante. Donc nous sommes liés étroitement parce que nous sommes une nation, nous sommes un État. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas nier l'implication de la communauté internationale parce que nous avons la MONUSCO qui est au Congo. La MONUSCO est là, mais c'est quoi? C'est l'ONU, c'est la communauté internationale. Ouais. Parce que l'ONU, c'est l'ensemble de tous ces États qui contribuent, qui donnent le moyen. Et aujourd'hui, ce que nous pouvons demander, c'est que la communauté internationale, qu'elle ne puisse pas s'arrêter à des sanctions, mais qu'elle vise Kabila, parce que c'est Joseph Kabila qui est à la base de tout ce que nous connaissons au pays. Parce qu'on ne peut pas laisser Joseph Kabila dévoyer un accord politique sur lequel il y a eu un investissement, que ce soit au pays ou que ce soit à travers la communauté internationale, et de lui laisser comme ça, mais plutôt s'attaquer à des individus que moi j'ai toujours taxé d'irresponsables dans tout ce qui arrive au pays, parce que le vrai responsable, c'est Joseph Kabila. D'accord, on a tellement de questions à vous poser, je pense qu'on n'aura pas tout le temps de vous poser toutes ces questions, mais il y a aujourd'hui, comme vous l'avez dit, la situation au Congo, selon vous, est chaotique. Et parmi les solutions que, notamment, votre parti propose, c'est une transition, parce qu'on sait que probablement il n'y aura pas d'élection en 2017, c'est une transition sans Joseph Kabila. Comment comptez-vous vous y prendre? D'abord, je voudrais recadrer les choses. L'UDPS n'entend plus laisser Joseph Kabila gérer le pays jusqu'au 31 décembre, en dehors de l'accord du 31 décembre, et lorsqu'il ne donne aucune perspective d'organiser les élections. Donc ici, nous sommes dans une situation où Joseph Kabila n'a aucune légitimité et aucune légalité sur laquelle son pouvoir doit être assis. Il est sorti de la Constitution et aujourd'hui, il ne veut pas appliquer l'accord qui est en fait
une source de légitimité pour toutes les institutions au pays. En vertu de quoi nous allons les laisser gérer le pays jusqu'au 31 décembre 2017. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Nous pensons que Joseph Kabila étant le problème, les laisser gérer ces pays risque de plonger notre pays dans des situations très difficiles. Nous appelons à notre peuple, d'abord, nous appelons à notre peuple d'user de tout son pouvoir constitutionnel, de tout son pouvoir en tant que peuple d'un État qui se veut être souverain, afin d'exiger et d'obtenir le départ de Joseph Kabila. Vous allez encore donner un mot d'ordre? Bien sûr, parce que nous n'avons pas le choix. Je dis carrément, nous n'avons pas le choix, nous sommes obligés de le faire. Et nous sommes en train d'y travailler. Sincèrement, je te dis que nous sommes en train de travailler sur tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour faire partie de Joseph Kabila avant le 31 décembre. Parce que sa stratégie, c'est de nous distraire. Et de vous diviser. Vous êtes... Nous diviser d'abord, nous diviser. On a l'impression que vous êtes très vulnérable dans l'opposition, n'est pas... Oui, mais bien sûr, je venais tout à l'heure de parler, de dire ça dans ma conférence de presse. La grande difficulté du Congo, c'est sa classe politique. Le Congo souffre de sa classe politique. En dehors de ses richesses, le deuxième problème dont le Congo souffre, c'est sa classe politique qui est minable. Parce qu'on ne sait pas comprendre comment des gens qui hier faisaient un discours au nom du peuple contre un dictateur connu de tout ce que c'est un dictateur peuvent changer tout d'un coup et aller soutenir, donner du souffle à ces dictateurs. C'est ça le vrai problème dans notre pays. Mais j'ai appris qu'en politique, vous qui faites la politique, on peut évoluer, les points de vue peuvent évoluer. Non. On ne peut évoluer qu'au cas où c'est dans l'intérêt du peuple. Mais lorsque ça marche contre l'intérêt du peuple, ça ce n'est pas une évolution. Ça c'est une trahison. Ça, on change d'option. Les gens doivent être clairs qu'ils ont changé carrément d'option. Ils ont opté pour rejoindre la dictature pour leurs propres intérêts. Vous savez, l'homme a 3 dimensions dans son existence. Il y a la dimension ventre, il y a la dimension cœur et il y a la dimension esprit. Le ventre, c'est le centre de besoins matériels, manger et consorts. Le cœur, c'est le centre de passion, où on ne réfléchit pas correctement, mais on a de la passion, où on réfléchit à l'inverse. C'est ça le cœur. Mais je te dis que la plupart des politiciens congolais exploitent que les 2 dimensions. Alors que la 3e dimension, qui est l'esprit, c'est celle-là que tout Congolais d'une manière générale, mais plus particulièrement les politiciens devaient avoir. Là, on réfléchit sur ce qu'on fait. On réfléchit pour le pays. Ce n'est pas le cas avec nos politiques. C'est très difficile, papa. Vous avez combattu une dictature. Le pays va mal. Vous êtes conscient que le pays va mal. Mais qu'est-ce qui va vous amener à changer? Non, ça, ce n'est pas le dynamisme. Vous parlez de du dynamisme en politique. Ça, ce n'est pas le dynamisme. C'est tout simplement le changement d'option pour des raisons personnelles, individuelles. Quelqu'un change d'option, il dit « Je vais rejoindre le pouvoir pour mon ventre, pour mes enfants et moi-même, c'est fini. » Ayant échoué plusieurs fois parce que privilégiant le dialogue, la lutte pacifique et tout ça, les gens aujourd'hui pensent que pour libérer le Congo ou pour faire partir M. Kabila, il faut une lutte armée. L'UDPS ne peut pas se transformer en un mouvement armé pour combattre le pouvoir en place? Non. L'UDPS ne prendra jamais les armes. Nous avons une histoire de plus de 35 ans que nous devons conserver. Mais ça fait 35 ans que, justement, que les dialogues n'aboutissent à rien. C'est justement pour ça que nous ne prendrons jamais les armes. Parce que nous avons une histoire à préserver dans ces pays. Une histoire de lutte non violente. Nous avons combattu Mobutu par la non-violence. Mouzé Kabila également. Aujourd'hui, Tshisekedi est héros national. Nous estimons qu'il est héros national, icône de notre classe politique, parce qu'il a su démontrer la force de la non-violence. Mais sans aucun changement palpable. Il n'y a pas un changement. Je vais vous dire, je vais démontrer ici que la lutte de l'UDPS a payé
depuis sa création. Nous étions dans un parti-État. Notre lutte a fait que ces pays aujourd'hui parlent de multipartisme. À cette époque, nous n'avions pas pris les armes pour obtenir le multipartisme chez Mobutu. Qui en réalité n'a pas apporté grand-chose. C'est quand même un pas parce que les principes démocratiques exigent qu'il y ait un débat démocratique dans le pluralisme politique et syndical. C'est parmi les principes de la démocratie. Nous ne pouvons pas dire que ça n'a rien apporté, d'autant plus que nous avons quand même fait un pas. Aujourd'hui, on a un débat. Mais maintenant, la lutte armée, c'est bien d'en parler. Nous savons quand une guerre commence, mais nous ne savons pas quand elle se termine. Joseph Kabila est surdoué en ça, parce que lui, il a accédé au pouvoir par les armes. On n'a rien à lui apprendre, lui. Et donc, nous n'allons plus jouer les jeux de Joseph Kabila pour balkaniser ces pays. Voyez un peu l'Est de ces pays, l'Est de notre pays. Quand vous commencez une guerre, vous pensez vraiment contrôler l'Est de ces pays qui est déjà morcelé, mais ça avec des groupes armés, des groupes de Maïmaï, tout ça, mais des étrangers qui sont là-bas armés? Mais ce système a démontré qu'il n'y a que comme ça que ça marche. Raison pour laquelle Mobutu n'est plus président, parce qu'il y a une lutte armée, Laurent Désiré Kabila également. Et puis, écoutez, moi je crois fermement à la victoire de la non-violence. Je crois. Un jour, peut-être. Non, pas un jour, mais très bientôt là. Pourquoi je crois en ça? Mais Joseph Kabila aujourd'hui, ce qu'il a affaibli, ce ne sont pas des armes. Il est affaibli par la non-violence. Mais c'est lui qui vous affaiblit, apparemment. Non. C'est pas vous qui l'affaiblissez. Non, pas forcément. Parce qu'il vous divise. Vous n'arrivez même pas à diviser les gens. Vous avez l'impression que Joseph Kabila est fort parce que il utilise la terreur, il utilise la violence contre un peuple pacifique, un peuple sans armes. C'est ce qui vous fait croire que Joseph Kabila est fort. Mais s'il était fort, il n'aurait pas appliqué, il n'aurait pas utilisé les armes contre un peuple, contre des civils sans armes. C'est pour vous dire qu'il n'est pas fort, il a peur. Et ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est décapitaliser ce que le peuple peut donner comme résultat dans la lutte. Le peuple, il est plus fort pris dans son ensemble, il est plus fort que les armes. Donc si aujourd'hui, nous pouvons tenir un discours capable de mobiliser ce peuple, capable de le sensibiliser, Marius, je t'ai dit que nous arriverons à vaincre Joseph Kabila, nous arriverons à vaincre la dictature. L'ANC en Afrique du Sud est arrivé au pouvoir après combien d'années? Mais nous n'avons que 35 ans. De mon point de vue, j'estime que nous ne sommes pas trop vieux pour désespérer complètement. Alors, nous sommes un parti, nous croyons à des valeurs de la social-démocratie, des valeurs de paix, des valeurs de solidarité. Nous ne pouvons pas en même temps être un parti de la social-démocratie et promouvoir la violence, promouvoir la mort de nos compatriotes. Donc nous disons que nous allons continuer à nous battre de manière pacifique jusqu'à la victoire finale. Et je crois fermement à cette victoire. Mais on sent qu'avec la mort du président du parti, vous semblez plutôt divisé que uni pour cette lutte, justement. Mais non, tout au contraire, c'est maintenant qu'il y a une prise de conscience au sein de l'UDPS. Nous n'avons jamais été unis comme c'est maintenant. Et c'est fini avec l'histoire des tendances. Il n'y a plus de tendances à l'UDPS. Mais c'est aussi normal qu'après la perte d'une icône à la tête de Tshisekedi, qu'on ait quand même un choc, qu'on ressente un choc. Et après, nous nous sommes ressaisis. C'est ici que vous avez vu que certaines manifestations n'ont pas eu vraiment de répondance. Et justement, nous étions tous dans le mois, nous étions tous dans cette histoire qui nous a pris à pied levé. Mais maintenant, le peuple congolais et les combattants de l'UDPS sont en train de revenir et je crois que le moment venu, nous ne manquerons pas de montrer ce que nous sommes capables de faire. Et c'est quand le retour de la dépouille du président Tshisekedi, enfin?
Ben, moi, je ne peux rien vous dire aujourd'hui à ce qui concerne le retour parce que Joseph Kabila empêche que les corps soient rapatriés. C'est difficile parce que nous ne gérons pas les aéroports en RDC. Nous ne gérons pas les cimetières, nous ne gérons pas... Donc c'est Joseph Kabila qui empêche à ce que les corps puissent revenir parce que nous avons eu à avoir des discussions avec le pouvoir. Nous nous sommes même mis d'accord sur certains principes, mais dommage qu'ils ont refusé... ils ont carrément refusé que ces corps n'arrivent pas, c'est très dommage. Voilà, on va vous laisser partir parce que vous avez un programme très chargé. La dernière question, elle est culturelle, parce que je pense que si vous gérez la politique, vous allez gérer également la culture. Les artistes et musiciens congolais sont aujourd'hui interdits de jouer en Europe par un groupe appelé Combattants, qui sont contre le pouvoir en place. Et le dernier en date, c'était Héritier Watanabe, qui n'a pas joué hier. Il revendiquait pourtant qu'il a été à l'UDPS pour signer dans le livre d'or, mais il n'a pas senti un soutien de... Qu'est-ce que vous pensez d'abord de cette situation et plutôt de celle d'Héritier Watanabe? Oui, c'est vraiment dommage ce qui arrive au niveau de l'Europe parce que d'une part, nos compatriotes ont raison. On voudrait que la culture aujourd'hui, parce que le combat pour la démocratisation du pays doit être mené dans plusieurs fronts. On voudrait que la culture puisse être un pilier dans ces combats. Mais on sent que nos journalistes, d'une manière générale, déçoivent le peuple congolais. Vous savez lorsque, à longueur de journée, ils sont là que pour... Vous parlez des musiciens plutôt. Des musiciens d'une manière générale. Mais en ce qui concerne Héritier, sincèrement, c'est là, je suis un peu déçu parce que Héritier, c'est un combattant de l'UDPS. Héritier, c'est un combattant de l'UDPS. Je crois qu'il n'a jamais chanté pour le pouvoir en place. Héritier a été avec nous pendant toute la période de deuil. J'ai vu Héritier tenir sa conférence de presse avec un tissu de Tshisekedi. Pour moi, c'était une joie immense de voir un jeune artiste prendre son courage du moment que ces vieux sont de l'autre côté. Bon, si on avait le pouvoir de faire quelque chose, je plaiderais sa cause. Ça, je l'ai dit sincèrement, que je plaiderais la cause d'Héritier Watanabe parce que c'est un garçon qui a su démontrer qu'il était vraiment attaché aux valeurs. Il n'a pas hésité à venir plairer le président Tshisekedi à la permanence du parti. Il a même tenu un point de presse avec une chemise de l'UDPS et de Tshisekedi. Pour nous, c'était une fierté pour nous. C'était une fierté pour nous. Malheureux, dommage que ça se passe en Europe, là où on n'a aucun pouvoir là. D'accord. Monsieur le secrétaire général, on a tellement de questions à vous poser, mais nous savons également que votre calendrier est très chargé. Merci énormément d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci Marius. Merci. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance, dressons nos